Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue, je suis ravi de vous retrouver. Le championnat du monde de Formule 1 a repris ses droits et a livré ses premières conclusions. Certaines sont intéressantes, certaines sont surprenantes. Je suis Quentin Adamzeski, il est Clément Bigois. Nous sommes en direct de Londres pour débriefer ce premier Grand Prix. Clément, comment vas-tu après ce premier Grand Prix, cette première manche de la saison, le Grand Prix de Bahreïn? On a vécu un Grand Prix pas ultra passionnant, on va pas se cacher. Une voiture a vraiment surdominé la Red Bull, on s'y attendait. Aston Martin a confirmé, c'est un peu la grosse info de ce week-end, tandis que Mercedes et Ferrari déjà inquiètent les suiveurs. C'est le programme de ce premier numéro de Retour au stand version 2023 pour ce qui est des Grands Prix en ce dimanche 5 mars. Allez, c'est parti pour notre première partie. Red Bull dominateur, c'est notre première partie de notre premier épisode de Retour au stand version 2023. Red Bull donc avec ce doublé, Max Verstappen premier, mais Sergio Perez qui conclut à la deuxième place. Red Bull dominateur, on savait déjà que depuis les essais, ça allait être la première force du plateau. Il n'y avait pas beaucoup d'inquiétude du côté de l'écurie autrichienne et ils l'ont prouvé aujourd'hui à Bahreïn tout au long du week-end et puis bien sûr ce dimanche lors de la course. Max Verstappen donc, qui remporte sa 36e victoire en Formule 1 et puis donc une Red Bull qui a montré tout au long du week-end et en qualif et en course qu'elle était largement dominatrice et qu'il n'y avait pas pour le moment d'adversaire à sa portée. Ouais, la voiture de toute manière, l'année dernière, elle était bien née. C'est ça qu'il faut dire. Ils n'ont fait qu'en fait que suivre la lancée de 2022, même si la fin de saison a été un petit peu plus compliquée avec Mercedes qui revenait bien. Mais cette fois-ci, dès le samedi, ils ont explosé les compteurs. Il faut savoir que quand même Charles Leclerc s'est retrouvé à 3 dixièmes le samedi en qualif sur ce circuit de Sakir, alors que la voiture Ferrari, on y reviendra, est une vraie voiture de qualif et toujours pas une voiture de course. Et en course, eh bien Max Verstappen s'est envolé. Dès le deuxième tour, il y avait déjà 2 secondes. Au final, on voit que Perez se retrouve à 12 secondes, qu'Alonso se retrouve à 38 secondes. Sainz est quatrième à 48 secondes. Hamilton est au-delà des 50 secondes. On voit une domination ou une surdomination qui peut être inquiétante pour le suspense, parce que là, déjà, les Red Bull ont tué un Grand Prix, mais c'est amplement mérité puisque c'est de très loin la meilleure voiture et on va le voir avec les déclarations des pilotes des uns et des autres qu'il y a déjà un immense gap entre Red Bull et les autres. Exactement, un immense gap et tu fais certainement référence aux propos de George Russell après le Grand Prix qui a dit que Red Bull avait déjà plié le championnat. Alors c'est peut-être un peu excessif, c'est une réaction chaude après la course, mais c'est vrai que d'après ce qu'on a vu aujourd'hui, Red Bull est parti sur des bases stratosphériques. Très élevées. Exactement. Et il y a une phrase quand même, Red Bull doit gagner toutes les courses de l'année. C'est ça la deuxième partie de la déclat de George Russell. Elle veut tout dire. Elle veut tout dire et il se sent déjà, lui, en position de faiblesse. Et ce qui va renforcer, on le sait, que Red Bull est une équipe de champions. On ne cesse de le répéter. Ils sont au-dessus des autres. Et la voiture 2023, malgré un temps de soufflerie un petit peu moins important du fait de leur première place au classement constructeur et de leurs sanctions financières, ça n'a finalement rien changé. Ils se sont baladés sur ce circuit de Sakir, alors que Max Verstappen n'avait plus remporté ce Grand Prix depuis de nombreuses années. C'est ça, là, un peu l'info, finalement, de ce Grand Prix. Il n'y a pas eu de grande bataille en piste, on va le dire, ouais. Mais des temps canons et une sérénité énorme affichée par l'équipe de Christian Horner. Exactement, et pour revenir sur Max Verstappen, il me semble qu'il ne l'a jamais remporté, le Grand Prix de Bahreïn, puisque 2017 Vettel, 2018 Hamilton, 2016 il a commencé à Barcelone, donc il n'a jamais remporté le Grand Prix de Bahreïn. C'est sa première victoire dans l'Émirat ce dimanche. 36 victoires pour Max Verstappen, il est à 7 victoires pour rejoindre Ayrton Senna. Ça aurait pu faire partie de nos paris spéciaux, l'épisode précédent. Bon, on va calculer, il va falloir calculer quand est-ce qu'arrivent les 7 prochains Grands Prix, puisque George Russell a dit qu'ils allaient tout gagner. Donc on va voir. Alors ça peut être Sergio. Est-ce qu'il va laisser des miettes à Sergio Perez? On ne sait pas. En tout cas, Sergio Perez, lui, a contrôlé. Finalement, bon, il y a eu l'abandon de Charles Leclerc, on y reviendra.
mais en performance pure, il l'a dit, qu'il ne pouvait pas faire mieux que troisième. Et encore, on aurait pu peut-être voir l'Aston Martin de Fernando Alonso revenir à un Charles Leclerc dépité, mais qui montre bien que l'équipe Red Bull s'est amusée une nouvelle fois. Et je le répète, c'est vrai que il y a quand même une inquiétude sur les suiveurs. Déjà, malheureusement, en ce 5 mars, c'est de voir les deuxième et troisième forces du plateau au-delà des 35 voire 40 secondes. Ça sera peut-être moins le cas à Jeddah dans 15 jours, puisque c'est un circuit urbain. Mais l'écart entre les équipes pose déjà question. Exactement. On va passer à notre deuxième partie, la surprise. Et bien la surprise, c'est Aston Martin. C'est bien Aston Martin puisque l'écurie anglaise nous avait montré dès les essais qu'elle était plutôt compétitive en tout cas, avec les chronos de Fernando Alonso qui étaient très intéressants à décortiquer, et Aston Martin a bien prouvé tout au long de ce week-end et également ce dimanche qu'elle est se situer dans le top 4 de la hiérarchie du plateau. Oui, on parlait de surprise, finalement la surprise des tests de la semaine dernière n'est qu'une confirmation. Exactement, c'est une confirmation. Puisque on a en qualification Fernando Alonso 5e et Lance Stroll 8e, c'était limite une petite déception de les voir au-delà du top 4, mais finalement on a vécu une course plutôt facile pour eux, parce qu'on a entendu Fernando Alonso notamment dire que c'est Lovely Car, c'est une voiture facile qui sait tout faire, qui va vite, et troisième position, un nouveau podium, le 99e de la carrière d'Alonso. Est-ce que ça pourrait être un 100e à Jeddah? Réponse dans 15 jours, mais c'est vrai qu'on voit une voiture un peu à l'image de la Ferrari du début de saison, facile à conduire, dans les courbes qui finalement ne bougent pas, il n'y a pas de survirage, pas de sous-virage, et c'est vraiment le plus important. On a eu un Lance Stroll, attention, dès le troisième virage, il a failli harponner son coéquipier. Ah oui, il a failli te donner raison, ça c'est vrai. Il a failli harponner son coéquipier, ça s'est vraiment passé. Et à ça de la crevaison arrière droite pour Fernando Alonso, il s'en sort bien, malgré des difficultés à la main. Il a été blessé il y a quelques semaines lors d'une chute de vélo. On a vu un Stroll compétitif, et avec les abandons et la contre-performance de Mercedes, il se retrouve 6e. Un Lance Stroll qui est en mesure de repousser George Russell. Oui. Qui est en mesure de repousser George Russell, de le dépasser et de le maintenir derrière à 2 secondes. Donc autant vous dire que bien sûr c'est une surprise, mais une énorme surprise en tout cas pour de voir Aston Martin à ce niveau. Ça avait commencé déjà cet hiver, des rumeurs qui persistaient, notamment Julien Febvre qui l'avait dit début février, Aston Martin pourrait être dans le coup. Les essais nous avaient donné encore plus envie de voir ce qui allait se passer, et puis là on voit bien qu'ils sont compétitifs pour des top 5 et pour les podiums. Ça a été la bataille la plus intéressante finalement entre Alonso et Lewis Hamilton. Bien sûr. Une bataille d'anciens, puisqu'il y avait plus de 75 ans sur la piste, mais on a vu finalement Alonso serein. C'est ça, plus ce qui transpirait dans les radios, c'est que il n'a jamais été inquiété. Il aurait pu terminer au pied du podium, peut-être si Charles Leclerc avait continué. Et encore, on ne sait pas trop, on entend dans les propos des uns et des autres que Aston Martin aurait dû être sur le podium. Ils le sont, ils débutent de la meilleure des manières cette saison. C'est important pour une équipe qui a souffert l'an dernier, on se demandait si ça allait être la 5e, 6e, voire 7e force. Ils ont beaucoup mieux travaillé que prévu. La voiture est parfaite, et on a des gros points marqués par Aston Martin. Et la question maintenant que l'on peut se poser, c'est jusqu'à quand Aston Martin va être compétitif comme ça? Alors, ça dépend également de Ferrari et de Mercedes et de comment ils vont régler leurs problèmes. Et on vient justement à notre troisième partie, Ferrari et Mercedes. C'est la grosse inquiétude après ce premier Grand Prix à Bahreïn. Alors j'ai regardé les déclarations de Fred Vasseur après le Grand Prix, qui a dit que les deux principaux chantiers étaient la dégradation et la fiabilité. Donc on en est déjà à des questions de fiabilité chez Ferrari, avec l'abandon de Charles Leclerc. Alors d'après ses dires, ce n'est pas le moteur. Alors qu'est-ce que c'est? On ne sait pas, on n'a pas de réponse à l'heure actuelle. Il y a eu une info en début de course, un changement de batterie
Oui, deuxième batterie. Concernant Charles Leclerc, on ne sait pas si ça vient de là. Pour l'instant, le problème reste entier. On ne sait pas, côté écurie italienne, d'où vient le problème. Et c'est bien un souci, même si on se remémore la saison dernière. C'est peut-être le petit point positif, s'il en fallait en trouver un, c'est que Red Bull avait abandonné, avait eu des difficultés en ce début de saison, mais avait rapidement trouvé les soucis sur la voiture et ils avaient pu ensuite travailler facilement tout au long du reste de la saison. Souhaitons pour Ferrari que ça se passe, puisque ça a été compliqué dès le samedi, avec Charles Leclerc relégué à 3 dixièmes de Max Verstappen, alors que d'habitude en qualification, il y avait match, et là il n'y avait pas match. Exactement. Et je reviens sur les propos de Fred Vasseur parce que ça m'interloque un petit peu. Il parle de dégradation de fiabilité, mais au final, après l'abandon de Charles Leclerc, on a vu un Carlos Sainz qui n'avait pas du tout de rythme. Donc même la performance n'est pas là. Transparent. Totalement transparent, Carlos Sainz, et ça devient problématique pour celui qui est censé aider Charles Leclerc à acquérir un premier titre de champion du monde. On l'a vu prendre 9 secondes par Alonso lors des 10 derniers tours. Il prenait 1 seconde par tour, et c'est totalement hallucinant pour une équipe Ferrari qu'on attendait, pourquoi pas, à se battre avec les Red Bull. Donc on a finalement une voiture compliqué, avec Charles Leclerc qui expliquait après les tests qu'il avait essayé des nouvelles choses, à pousser au maximum la voiture, qu'il n'avait pas du tout trouvé la clé, et il l'a dit en après-course, après son abandon, peu importe que ce soit en dur ou en tendre, il n'aurait pas trouvé la solution, il n'aurait pas trouvé la clé pour revenir sur Sergio Pérez, et pire, ils ont nettement été battus par les Aston Martin. On se demandait même à un moment si Carlos Sainz allait être dépassé par Lewis Hamilton. Et ça fait une transition toute trouvée. Exactement. C'est que si la Mercedes n'arrive pas à se rapprocher de cette Ferrari-là, là aussi chez Toto Wolff, il faut être inquiet. Il faut être inquiet puisque, bon, alors il y a toujours eu de la fiabilité chez Mercedes l'an dernier, c'était d'ailleurs leur principale force. Il n'y avait pas de performance, mais il y avait de la fiabilité. Là, il n'y a pas eu d'abandon côté Mercedes, mais il y a un manque cruel de rythme de course. Je l'ai dit tout à l'heure, Lance Stroll a pu garder George Russell derrière lui pendant les 15 derniers tours de la course. À un moment donné, c'était Lance Stroll qui avait pité, et du coup George Russell est revenu derrière lui, il était en mesure de le dépasser, mais Lance Stroll a pu laisser derrière lui George Russell. L'Aston Martin a pu laisser derrière elle la Mercedes. Donc là, on est vraiment dans un rapport de force qui a complètement changé, et c'est très inquiétant côté Mercedes. Alors en plus de ça, on a eu, après les essais, des avis plutôt favorables en disant qu'il y avait vraiment des pistes d'amélioration, qu'ils allaient arriver à Bahreïn avec des solutions. On a eu un vendredi, il me semble, plutôt moyen du côté de chez Mercedes. Un samedi où au final ils disent bah voilà, bon, on est 6-7ème, ça peut encore aller. Et puis en fait, on a les déclarations de Toto Wolff qui arrivent et qui dit la W14 ne devrait pas être compétitive. C'est quand même des mots forts. Ce sont des mots très forts. Ce sont des mots forts. Puisque on parle souvent de cacher des éléments lors des tests de pré-saison. Là, ils ont finalement pas caché. Ils ont tout de suite dit qu'il y avait des problèmes. Et c'est vrai que quand on voit Hamilton largement battu par Sainz, que Russell, Mr. Consistency, n'arrive pas à accrocher un top 5, il y a de quoi se poser des grosses questions, et on n'a pas vu finalement la voiture très plaisante malgré certains petits mots d'Hamilton disant qu'on va essayer de se battre, mais essayer de se battre pourquoi? On ne sait toujours pas pourquoi ils vont se battre. Mais surtout qu'en fait ils n'ont pas l'air sûrs eux-mêmes de ce qui est en train de leur arriver. Voilà, une fois c'est bien, une fois c'est mal, une fois c'est bien, une fois c'est mal. Bon là, le premier Grand Prix est passé, Hamilton est 5ème, Russell est 7ème, ça correspond à peu près au résultat des qualifications d'hier. Et pour amener de nouvelles pièces, le problème c'est que c'est L'Europe Jeddah, tout de suite, ouais. c'est Melbourne, ensuite il y a Bakou. Alors on peut se dire c'est l'Europe, c'est la porte de l'Asie, mais est-ce que les voitures, est-ce que les principales écuries vont amener des nouveautés à Bakou, qui est un Grand Prix très spécial de vitesse? Ensuite il y a Miami, et ensuite c'est l'Émilie-Romagne. C'est-à-dire qu'on pourrait attendre seulement le 6e Grand Prix
de la saison pour voir des nouveautés sur les voitures qui vont mal. Moi, je peux pas y croire. Honnêtement, il va falloir changer des choses. On sait que faire venir des pièces, c'est très compliqué, c'est très coûteux. Il y a le fameux salary cap, enfin le cap économique qui a été instauré. Ils ne peuvent pas dépenser non plus énormément en voyage où on sait que faire venir des pièces n'est vraiment pas facile, surtout à l'autre bout du monde. Donc, inquiétude, oui, mais c'est à Ferrari et Mercedes de nous prouver le contraire. Dans 15 jours, dans un circuit urbain sur la corniche de Jeddah, qui est toujours compliqué et on va devoir analyser un peu différemment les choses que sur un circuit classique où là, ça a été la débandade complète. Exactement, réponse dans 15 jours. On va passer à nos tops et nos flops. On a tous les deux un flop et un top chacun. On va commencer par ce qui est bon. Ouais, un bon point. Un bon point. Allez, c'est parti. Eh bien, ton top, toi, c'est Williams. Williams avec Alex Albon dans les points. 10e, donc un point marqué par le Thaïlandais. Et puis Logan Sargent, le meilleur des rookies, à la 12e place. Ouais, ils ont été en course. Ils ont été en course tout le temps. On a vu des qualifs compliqués. On va y passer très rapidement, 15e, 16e. Mais en course, ils ont tenu le rythme, parfois des Alpines. Ils ont été meilleurs qu'AlphaTauri. Et ils marquent déjà un point. Alors, on le sait, pour ces écuries-là, le moindre point compte, puisque un point égale quelques millions dans les caisses pour l'année suivante. Mais on ne s'attendait pas à avoir une voiture à ce niveau-là. Je les voyais plutôt au niveau des As personnellement, mais Albon a tenu la dragée haute aux autres et mérite sa place dans le top 10. Et Logan Sargent, meilleur rookie, ça aussi c'était pas attendu. On espérait Oscar Piastri, on va en reparler. On espérait Nick De Vries qui a connu un premier Grand Prix assez compliqué. Exactement. Mais le top mérite à Williams, tandis que Quentin, tu vas te parler, tu vas nous diriger vers une voiture rose, la fameuse Pink Panther. Exactement. Avec des destins complètement opposés. Opposés, bah exactement. Mon top, c'est Pierre Gasly, forcément, hein, qui est peut-être dans le top 3 des pilotes du jour. Après sa remontada, 11 places gagnées par le Français. Il partait dernier, hein, on le rappelle. Et il arrive finalement 9e. Il marque donc 2 points. Il aurait pu en marquer un 3e. C'est passé pas loin. C'est passé pas loin avec le chrono du meilleur tour. Seulement, c'est Guanyu Zhou qui a pris ce point-là dans les dernières secondes du Grand Prix. Pierre Gasly, bravo à lui. Il partait dernier. Il avait quand même un certain brin d'optimisme hier après les qualifs parce qu'il disait que dans les longs relais, Alpine était plutôt bon, d'après les données récoltées en test et tout au long du week-end. Mais voilà, on se place, il faut le faire quand même, avec le jeu des arrêts, le jeu des arrêts qui l'ont fait redescendre parfois aux alentours de la 15-16e place, et finalement, on l'a vu grappiller, et il finit pas si loin de Valtteri Bottas. Exactement. Avec 2-3 tours en plus, il aurait pu terminer 8e. Et puis, il faut le dire aussi, c'est la virtual safety car provoquée par l'abandon de Charles Leclerc qui a pu jouer en sa faveur. Il a remis les pneus soft au bon moment. Et Pierre Gasly, avec les pneus soft et une piste qui avait subi tout le Grand Prix, les pneus soft allaient tout seuls. Et puis Pierre Gasly a pu remonter très haut, dépasser Alex Albon et puis ensuite revenir sur Valtteri Bottas. Et comme tu l'as dit, il lui a manqué 2-3 tours pour aller le dépasser. Une donnée importante pour les prochains Grands Prix, il ne faudra pas rester en Q1. Il va falloir passer en Q2 minimum et voir jouer des Q3. On l'a vu avec Esteban Ocon, donc a vécu un Grand Prix calvaire, tu vas en reparler, mais il s'est qualifié 9e et la course aurait pu être tout autre. On sait que la voiture est rapide, on sait que le pilote est rapide, à lui de mieux se qualifier dès le samedi. Exactement, et puis premier Grand Prix sous les couleurs d'Alpine, plutôt réussi de ce fait. Totalement, c'est validé. C'est un bon point, on le sait, c'est 10 bons points pour arriver à une image. Il y en a déjà un bon point, en espérant peut-être lui en distribuer 2 ou 3 pour les prochains Grands Prix. Et on espère. On passe au flop, je te laisse parler de ton flop. C'est McLaren, il n'y a aucune surprise là-dessus. Abandon pour Oscar Piastri après un imbroglio complet dans un arrêt. Il se retrouve à changer de volant. Il n'arrive pas à le redémarrer. On voit que ça dure 45-50 secondes, 1 minute 15. Les images s'en vont et on voit finalement le petit logo abandon. Quant à Lando Norris, il termine 17e et dernier classé. Un début de saison
plus que compliqué pour la firme anglaise et Zach Brown. Les débuts de Piastri en F1 a complètement oublié. Il aura été le premier abandon de cette saison 2023. Et toi, tu restes sur du rose, tu restes sur du bleu, blanc, rouge. Et alors là, on parle d'un Grand Prix catastrophique de A à Z. Exactement, cataclysmique, c'est le mot. Alors, tu l'as dit tout à l'heure, des destins croisés entre un Pierre Gasly qui avait connu des qualifs catastrophiques, mais finalement qui a fini dans les points, et puis un Esteban Ocon qui s'est qualifié en Q3, qui partait 9ème, et puis qui finalement a abandonné après une série de pénalités. On se croirait au rugby avec toutes ces pénalités. Voilà, Esteban Ocon a été catastrophique aujourd'hui. Je pèse pas mes mots. On peut revenir quand même sur la chronologie des pénalités. Ouais, vas-y, je t'en prie. Un mauvais placement sur la grille, il dépasse la fameuse petite ligne jaune. Il obtient 5 secondes de pénalité. Il rentre au stand pour changer d'aileron. Les mécaniciens s'affairent sur la voiture avant les 5 secondes. Il prend donc 10 secondes et ensuite, trop rapide dans les stands, il reprend 5 secondes. Bref, le calice jusqu'à la ligne, comme on aime dire, et un Grand Prix à oublier, abandon aux alentours du 43e ou 44e tour. De toute façon, ça ne servait à rien de continuer. Ce qui est déjà ça, et ce qui est déplorable, c'est un peu son attitude à la radio et en disant j'ai déjà fait ça depuis que je suis en Formule 1. Alors, donc déjà, c'est pas des choses à faire, de une, et puis ça rend un peu, ça décrédibilise un peu le personnage. C'est dommage parce que Esteban Ocon, on le connaît, hein, il a beaucoup de talent, il connaît Alpine, il avait largement les moyens de finir dans le top 10, de finir dans les points, et puis finalement, il a gâché son début de saison. À lui de montrer. Calmer un gros tempérament. Exactement. Et puis. Alors si on joue à ce jeu-là, on peut dire que bah voilà, il a laissé Pierre Gasly faire sa course et puis finalement, eh bien c'est Pierre Gasly qui est dans les points. Si on prend cette petite rivalité intra-équipe, eh bien aujourd'hui c'est Pierre Gasly pour sa première sous les couleurs d'Alpine qui finit dans les points et Esteban Ocon qui s'est un peu ridiculisé. On parle de top flop, mais là on peut clairement dire bonnet d'âne. On parle des bons points, c'est un peu l'épisode old school, mais il y a eu les bons points cette fois-ci. Bonnet d'âne, très clairement pour Esteban Ocon, qui va finir au fond de la classe. Le bonnet d'âne, et il doit se l'enlever à Jeddah, en tout cas il nous doit une revanche. Exactement, et puis c'était marqué, c'était dans une interview de l'équipe, Otmar Svanauer n'a pas peur de dire les choses. Je suppose qu'il y a eu un petit débrief, voilà. Sucré, salé, salé. Entre les deux, allez. Salé, entre salé et piquant. Un peu plus salé que sucré, exactement. Avant de finir, il s'est passé quand même quelque chose dimanche matin. Cocorico, c'est notre petit point F2. Mais oui, parce qu'on suit la F2, nous. Et oui, et Théo Pourchaire a gagné la première course longue, la course principale. Il a détruit ses adversaires, tel un Verstappen en F1. Ouais. Il faut également souligner le premier podium en F2 pour Victor Martins. C'était dans la course sprint, avec un très beau podium pour lui qui vient de F3. Il y a quand même du positif chez les Français. C'est ce que j'ai marqué dans le tweet sur notre compte Twitter autour au stand, c'est que c'était un peu des sentiments partagés ce matin avec la victoire écrasante de Théo Pourchaire, tu l'as dit, et puis l'abandon de Victor Martins qui a pris un très mauvais départ, qui s'est retrouvé un peu au milieu de la mêlée. De la mêlée, de tout. Il y avait un ruck, c'est parti dans tous les sens. Il a voulu prendre quelques risques pour remonter et puis finalement il s'est retrouvé dans un petit contact avec Frédéric Vesti et puis je ne sais plus le troisième, Denis Sauger peut-être, de Sauger ou Ralph Boschung également. Exactement. Ça a été très compliqué, ça a été le chaos dans ses premiers tours. Et pour sa première course en Formule 2 il a dû abandonner, c'est dommage, mais on sent un Victor Martins très motivé et très compétitif dans un environnement où il peut que performer. Ah ouais, et puis pour ce qui est de Théo Pourchaire, il est le grand favori de cette Formule 2. C'était important de marquer des points, de marquer les esprits. Au-delà de marquer des points, c'est de marquer les esprits tout de suite. La pole, on l'avait dit, c'était pole position pour Théo Pourchaire et deuxième place pour Victor Martins, et il a explosé la concurrence. Exactement. Voilà qui lance
cette saison de F2 sous de meilleurs auspices pour Théo Pourchaire et le clan ART pour ce qui est de l'écurie. Exactement. Bien Clément, c'est la fin de notre premier épisode version 2023. Eh bien, nous serons de retour dans 15 jours pour le Grand Prix d'Arabie Saoudite à Jeddah. Direction Jeddah, on change de pays. Exactement, on va pas très loin. Hein. Bahreïn, Arabie Saoudite, c'est pas très Cette loin. fois-ci, direction la corniche de La Jeddah. corniche, en espérant que ça se passe mieux que l'année dernière. Et des petits changements. Avec des murs reculés, un petit peu plus de sécurité. J'ai le guide Formule 1 là. Et oui, et on va regarder tout ça voilà, attentivement d'ici 15 jours. On va le travailler. De fond en comble. De fond en comble. Et puis on espère un peu plus de dépassement, un peu plus de punch et de rivalité sur la course. Et puis voilà, rendez-vous pour la deuxième manche dans 15 jours. À dans 15 jours. À dans 15 jours, salut. Ciao.